Ce nouveau chapitre, dans ce chapitre de cette formation, nous allons parler des styles et des approches et on va directement détailler en fait les bases du marché. Ok, donc là il y a une chose qui est très importante en fait à retenir, c'est que avant de chercher comment trader, il faut déjà essayer de comprendre qu'il existe plusieurs façons légitimes de lire et d'exploiter un marché. Ok, donc si par exemple je commence à vous dire que ok, pour analyser le marché, allez vas-y, il faut utiliser les supports résistance, des trucs comme ça, des ordres blocs, des breaker blocks, des trucs comme ça et tout. En fait, ça ne va pas avoir de sens parce qu'il faut que vous puissiez comprendre d'abord qu'il y a plusieurs manières d'analyser le marché, ok? Et personne n'a une méthode, comment dirais-je, il n'y a pas, bon, pas personne n'a, mais il n'y a pas de méthode universelle par laquelle il faut passer impérativement pour analyser le marché. Et moi, dans ce chapitre, je vais essayer de vous les détailler de manière très claire pour que vous essayez de comprendre d'où est-ce que tout ça c'est parti et exactement quelle est la meilleure méthode que vous pouvez utiliser vous aujourd'hui. Alors, rapidement, on va commencer et tout. Donc dans ce chapitre-là, on aura à découvrir des choses qui sont super intéressantes, comme par exemple les différents styles de trading et tout ça, comment choisir son style et tout, les théories fondatrices. Donc on va essayer de parler de ça, les approches modernes qu'il y a aujourd'hui, quelle est la meilleure approche parmi tout ça et tout, et comment on appelle les bases du marché, le chandelier japonais, les tendances du marché. On va parler de tout ça rapidement. Alors bon, le programme il est très bref, mais dans tous les cas, c'est dans le fond que vous allez comprendre des choses un peu plus en détail. Alors, première des choses déjà, on a dit que le rôle du trader, c'est de pouvoir déterminer la direction d'un actif et de pouvoir prendre des positions. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a différents types de traders. Ok, et ça, on va essayer de découvrir ça dès maintenant. Alors, le style de trading, c'est comment tu interagis avec le marché. Ça va agir par rapport à ça. Un style de trading définit principalement la durée de tes positions, ton rythme de décision et ton rapport au temps et au stress. Tout simplement. Ça veut dire qu'il y a différents types de profils de personnes. Il y a des gens qui sont patients, il y a des gens qui sont très impatients. Il y a des gens qui sont beaucoup plus chauds, il y a des gens qui aiment prendre énormément de risques et il y a des gens qui n'aiment pas prendre du risque. Donc en fait, au fur et à mesure qu'il y a différents profils de personnes, il y a différents styles de trading qui en sont nés. En fait, Et on a le premier style de trading qui est très connu qu'on appelle le scalping, c'est du trading à très court terme. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont faire des analyses. Donc là, on vient sur le marché, on fait une analyse, on se dit que les coûts vont à la hausse, mais on prend vite la position et on ferme vite rapidement la position. Donc on veut juste prendre une position qui va durer quelques minutes ou quelques secondes parfois. Et quelques secondes, c'est du scalping extrême. Mais quelques minutes, c'est du scalping normal. Parfois, ça peut faire 1 heure et tout. Le scalping peut prendre, ou le scalper plutôt, donc le scalper, c'est quelqu'un qui fait du scalping, peut prendre plusieurs trades par jour ou par section. Il a une forte intensité émotionnelle. Parce que le scalping provoque une très forte intensité émotionnelle. Vu que tu es sur le marché tout le temps, tu vas rester devant le marché, tu vas avoir des ups, tu vas avoir des downs. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent devant le marché. Et le scalper, lui, dans tout ça, il veut juste piocher quelques positions, prendre rapidement ses trades, profiter rapidement de la volatilité sur le marché et disparaître. Donc c'est ça le rôle du scalper et tout ça. Donc le scalper, c'est pour les profils de personnes qui sont très réactifs et qui sont parfois impatientes et très chaudes. Parfois impatiente dans le mauvais, pas dans le mauvais sens, mais ça peut être impatiente dans le bon sens. Donc eux, c'est des personnes qui aiment quand les choses vont vite et ils veulent pas perdre de temps. Ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils partent. Moi, j'ai eu une base de scalper vu que j'ai tradé énormément les options binaires dans mes débuts de rentabilité, c'était en 2019 et tout ça. J'ai beaucoup tradé les options binaires, c'était un style de trading qui était très très court terme, ce qui a fait que quand je suis venu sur le forex, quand je suis revenu plutôt sur le forex et que j'ai commencé les indices synthétiques, en fait, j'ai développé mon style de trading autour du scalping et d'un style de trading qui est un peu plus court terme, pas trop long terme. Donc en gros, c'est pas forcément une impatience dans le mauvais sens du terme. Donc à part les scalpers, on a les intraday traders ou l'intraday trading. Quelqu'un qui fait l'intraday trading, c'est une personne qui va ouvrir des positions qui vont s'ouvrir au sein de la journée et se clôturer dans la même journée. Donc je peux ouvrir une position le matin, je ferme le soir, c'est de l'intraday. J'ouvre à midi, je ferme à 15h, c'est de l'intraday. Donc on peut faire une analyse intraday, une position plus ou moins long terme, mais qui va durer dans la même journée. Donc ça requiert une analyse qui est beaucoup plus structurée. Ok, et c'est un équilibre, ça crée un équilibre en quelque sorte, hein, excusez-moi du thème, ça crée un équilibre entre la patience et l'action. Le profil de personnes qui tradent l'intraday, ce sont potentiellement des personnes qui sont très actives, qui sont capables d'attendre un signal clair. Ce pas des personnes qui sont impatientes. Donc il faut
prendre du temps pour attendre un signal clair avant de rentrer en position. L'intraday trader peut se retrouver aussi parfois quelques jours sans prendre de trade, si ces confirmations ne sont pas réunies. Mais généralement, dans une journée, dépendamment du nombre de marchés qu'il va trader ou du nombre d'actifs qu'il va trader, il va quand même se retrouver à prendre au moins une position. Alors que le swing trading, le swing, ça veut dire moyen terme et tout, ou potentiellement un peu long terme, mais c'est entre le moyen et le long terme et tout. Voilà. Ça, c'est une personne qui va prendre des positions sur plusieurs jours, voire une semaine et tout, même parfois peut-être un peu plus d'une semaine. Et il a moins d'interaction avec le marché parce qu'il va venir très souvent faire une analyse globale pendant un instant précis, mais ne va pas rester sur le marché pendant longtemps. Ok. Il a une forte tolérance au retracement. Pourquoi on dit qu'il a une forte tolérance au retracement? En fait, j'avais expliqué tout à l'heure que lorsque vous allez prendre par exemple une position, imaginons que le marché est en train d'aller dans une direction, il y a un trader par exemple qui prend une position acheteuse, donc il ouvre un buy ici. C'est pas parce que on a ouvert un bail que les coups iront directement dans notre direction. Non, les coups peuvent retracer, les coups peuvent aller contre nous pendant un temps avant d'aller dans notre direction. Donc en fait, si les coups vont trop contre le trader a une limite de perte peut-être qui est quelque part ici. Les scalpers n'ont pas une grosse limite de perte. Donc les scalpers n'ont pas un gros stop loss. Et généralement, les scalpers ont une forte intolérance au retracement. Ils n'aiment pas du tout le retracement. Un scalper, c'est quelqu'un qui veut que dès qu'il prend sa position, les coups aillent dans sa direction. Il ne pense pas au fait que le coup peut aller contre lui. Donc, il aime beaucoup le fait que directement, il prend sa part dans sa direction. Donc, ça, c'est le scalper tout craché. Alors que le swing trader, c'est quelqu'un qui a une forte tolérance au retracement. Il sait qu'il peut prendre une position qui va faire 24 heures sans aller dans sa direction. Mais tôt ou tard, ça finira par aller. Donc, c'est quelqu'un qui a une tolérance forte au retracement. Ce sont des personnes qui sont patientes, qui sont très calmes et qui sont peu stressées par le temps. Ils ne sont pas du tout stressés. Et très souvent, les swing traders, ce n'est pas des personnes qui vivent uniquement du trading. Si vous ne faites que du trading 24 heures sur 24 et que vous ne voulez faire que du trading dans votre vie, en fait, ça va être compliqué d'être swing trader. Parce que le swing trader, il peut rester là sans avoir une opportunité pendant même une semaine. C'est que la semaine prochaine qu'il a par exemple un trade. Qu'est-ce qu'il va faire tout ce temps? En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut quand même qu'il s'occupe. Donc en gros, le swing trading, c'est pas vraiment un style de trading pour les personnes qui ne font que uniquement du trading, parce que c'est très souvent des personnes qui sont très relax, qui sont très posées, qui sont pas pressées par le rythme de vouloir trop gagner de l'argent trop vite. Ensuite, il y a les holders. Les holders, ça, c'est des personnes qui sont vraiment sur du fort long terme. Donc, c'est des positions qui vont être prises sur des semaines, des mois et des années. Ok. Ils ont une analyse structurelle très très large du marché. Ils prennent très peu de décisions, mais quand ils prennent une seule décision, ils savent que cette décision, elle a été prise pour durer sur des semaines en fait. Voilà un tout petit peu. Donc, c'est très peu utilisé sur les indices synthétiques, mais conceptuellement important. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de holders sur les indices synthétiques. Vous allez très rarement voir des traders sur le synthétique qui peuvent prendre des positions qui vont durer, je ne sais pas, 3 semaines, 1 mois, en fait, et tout. C'est un peu rare, en fait. Ok. Voilà un tout petit peu. Donc, ça, c'est les différents styles de trading dont il faut prendre connaissance. Alors, peut-on choisir un style de trading? Est-ce qu'on peut choisir devenir scalper, devenir swinger, devenir intraday trader et tout ça? Est-ce que je peux choisir le style de trading que je veux faire? Ok. Donc, oui, on peut choisir, mais pas arbitrairement. Pas arbitrairement, ça veut dire pas de manière drastique. Parce que le choix du style dépend de plusieurs facteurs clés qui doivent être évalués honnêtement. Ok. Premièrement, posez-vous une question sur votre personnalité. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très patient? Si vous êtes quelqu'un, généralement, vous êtes patient. Vous n'êtes jamais pressé pour gagner de l'argent. Bon, vous êtes hyper patient. Vous êtes bon swing trader. Généralement. Si vous êtes très énergique, donc quelqu'un qui est très très chaud, très ouvert sur le marché, c'est-à-dire vraiment vous vous sentez à l'aise et tout, vous voulez vraiment, vous êtes un passionné généralement quand vous vous mettez dans quelque chose, et que vous êtes entre le juste milieu et quelqu'un qui est entre quelqu'un qui est très patient et quelqu'un qui est un peu chaud, l'intraday vous convient. Mais si vous êtes souvent quelqu'un d'impulsif, c'est-à-dire que vous, à chaque fois quand vous mettez votre argent dans quelque chose, vous voulez avoir très vite un ROI en fait, c'est-à-dire très vite un retour sur investissement. Et tout. Donc en gros, là, vous êtes très impatient généralement. Là, c'est le scalping qui vous conviendrait le mieux. Parce que vous êtes un homme d'action ou une personne d'action, donc vous voulez vite passer en fait à l'essentiel. Si vous aimez beaucoup le risque aussi, voilà, quelqu'un qui aime vraiment tout ce qui est volatile, tout ce qui va chap, en fait, comme l'expression le demande. Voilà. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus intéressé par le scalping et tout. Maintenant, ça c'est par rapport au facteur de la personnalité. Parlons maintenant du facteur de la disponibilité.
et tout. Au niveau de la disponibilité, est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut trader à temps plein? Généralement, c'est ce qui fait que quand je veux garder quelqu'un en coaching, même dans le formulaire du coaching, je demande à la personne combien de temps il peut allouer à son trading par semaine. Dans toute la semaine, combien de temps tu passes devant les graphiques, que tu peux passer devant les graphiques. Donc si c'est quelqu'un qui trade à temps plein, et qui a beaucoup de temps à passer devant les graphiques, généralement, il va finir par devenir swinger. Parce que l'impatience d'attendre un trade au bout de 2 jours, 3 jours avant de prendre une seule opportunité ne va pas lui permettre de rester devant le marché à temps plein. Donc, il va préférer faire du scalping. Parce qu'il sait que s'il vient sur le marché, il peut trouver automatiquement une position en bout de quelques minutes ou quelques heures, rapidement prendre son trade de la journée et passer à une autre journée et passer à autre chose. Voilà. Si la personne a un temps qui est plus ou moins limité, donc la personne ne peut pas trader tout le temps non plus, mais quand même a du temps, il peut faire de l'intraday et du swing. Mais si la personne a très peu de temps, généralement, des personnes qui n'ont pas trop de temps préfèrent faire du swing. Donc, ils préfèrent venir, trouver une opportunité qui va durer sur des semaines, sur des jours et tout ça, prendre un trade et partir, vaquer à autre chose. Donc, ça, c'est un facteur de disponibilité. Maintenant, les concepts d'analyse qui sont utilisés et tout ça. Donc, on va parler maintenant des concepts. Donc, pour le style de trading ou les concepts que les traders ont l'habitude d'utiliser, ça, par exemple, je ne vais pas parler de ça maintenant parce qu'on va voir ça dans les prochains diapos. Ici, on va dire un truc qui est très important, c'est que le style, donc c'est-à-dire que ce soit le scalping, l'intraday, le day trading, tout ça, bref et tout, le swing trading et le holding et tout ça, le style est souvent la conséquence de l'approche, pas l'inverse. Ok? On dit que certaines approches exigent beaucoup de temps d'analyse. D'autres sont plus réactifs et il faut adapter son choix à la réalité personnelle aussi. Donc, pas à ce que tu penses être vraiment le meilleur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire qu'en réalité, et tout, voici les facteurs qui peuvent impacter le style de trading de quelqu'un. Sa personnalité, le temps de disponibilité qu'il a et les concepts qu'il utilise. On va expliquer les concepts après. Mais pour le moment, le concept d'analyse qu'il utilise peut impacter aussi. Si par exemple, vous avez été formé par un swinger, il y a deux possibilités. Soit vous allez devenir un swinger, soit vous allez utiliser les concepts de swing trading qu'il vous a appris pour aller potentiellement faire du scalping. Mais ça, vous allez forcément devoir travailler de manière autodidacte sur la personnalisation de cette stratégie-là. Ok? Parce qu'à la base, c'est une stratégie qui a été établie pour le swing. Donc en gros, c'est un peu comme ça que ça se passe en fait. Ça dépend des concepts. Ça va dépendre aussi des concepts qui sont utilisés. Il y a certains concepts de trading qui sont beaucoup plus propices pour faire du scalping. Certains concepts qui sont propices pour faire du swing. D'autres qui sont propices pour faire de l'intraday. Voilà un tout petit peu. Comme par exemple les styles de trading où il faut avoir des gros stop loss. C'est pas du tout bon pour du scalping. Les scalpers ne doivent pas avoir des grands stop loss. Et tout ça. Pour avoir un grand stop loss, généralement, on va rester au niveau du swing et tout ça. Mais en fait, ça dépend aussi du concept et des unités de temps que la personne utilise. Donc pour cela, je pense que vous en avez hâte autant que moi. On va rentrer dans les détails. Et tout. Une fois maintenant qu'on sait les différents styles de trading ou des traders, on va parler maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif de l'analyse technique maintenant. C'est-à-dire que, vu que dans le trading, il y a deux manières d'analyser, on a parlé de l'analyse technique, on a parlé du technique, on a parlé du fondamental, et on sait que en synthétique, il n'y a pas de fondamental, parce qu'ici, il n'y a pas de facteur économique. Donc, on va se concentrer uniquement sur le technique. Avant de rentrer dans l'analyse technique, parlons d'abord des pionniers de l'analyse technique. C'est-à-dire que d'où est venu tous les différents concepts d'analyse technique qu'on utilise. Et on a des pionniers qui ont vraiment impacté les concepts d'analyse technique. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous ressourcer, parce qu'un trader qui est passionné, c'est quelqu'un qui va faire des recherches, qui va lire, qui va être passionné par le sujet. Donc forcément, vous pouvez trouver des informations pertinentes. On dit que avec le temps, différentes écoles de pensée ont émergé. Ces 4 théories ont influencé toutes les méthodes modernes que nous utilisons aujourd'hui. Toutes les méthodes d'analyse technique que tous les coachs de trading utilisent aujourd'hui ont une source ou, comment dirais-je, une identité qui vient de ces 4 différents traders ou 4 différents pionniers dans l'analyse. Le premier pionnier, c'est Charles Dow. Charles Dow, comment dirais-je, un très grand trader hein, et tout ça, et tout, qui a impacté dans les années 1800 jusqu'à 1902 et tout, qui a contribué sur le fondamental même, les fondamentaux de l'analyse en quelque sorte et tout. Donc tout ce qui concerne en fait les structures, la tendance du marché, le fait que aujourd'hui, nous savons que le marché fait ce qu'on appelle une tendance haussière primaire. Ensuite, dans ces tendances haussières primaires, il y a des tendances secondaires et ensuite, il y a des tendances mineures. En fait, en gros,
C'est Charles Dow qui a développé cette théorie-là. Et donc, pour mieux découvrir ça, on va potentiellement partir, par exemple, ici, là, je suis sur Google directement, hein, donc ça, c'est pour vous montrer que c'est une connaissance qui est à la portée de tout le monde. Voilà, c'est pas une connaissance cachée. Donc, on dit que, selon Dow, les cours boursiers qui n'évoluent pas de manière chaotique reflètent parfaitement les informations disponibles et le marché a toujours raison. Donc, la théorie de Dow distingue 3 types de tendances. Donc, la tendance primaire, la tendance secondaire, la tendance tertiaire. Ok? Donc, en gros, généralement, pour Charles Dow a démocratisé ce fait-là, où quand on vient sur le marché, il faut savoir qu'il y a une grande tendance qui se forme sur le marché, et à l'intérieur de cette grande tendance, il y a des petites tendances, et dans cette petite tendance-là, il y a d'autres minuscules tendances, et tout. Et donc, c'est grâce à Charles Dow que ces théories-là se sont vraiment répandues. Donc, on peut voir en fait les images de ce qui soutient sa théorie, et vous pouvez vous en servir tout simplement pour pouvoir faire plus de recherches. Donc, c'est lui qui a permis aux traders d'ouvrir les yeux sur cette manière de voir le marché là, de savoir qu'en réalité, quand vous allez venir sur le marché, donc quand vous allez ouvrir votre MetaTrader, en même temps, avant de commencer par analyser le marché, sachez qu'il y a une grande tendance qui est la tendance principale, et à l'intérieur de cette grande tendance, il y a potentiellement la tendance secondaire qui va suivre, etc., etc. Donc, si on revient à ce qu'on expliquait, Charles Dow nous a aussi parlé du fait d'identifier la tendance du marché avec des sommets et des creux. Donc, par exemple, lorsqu'on vient sur le marché financier, comment on identifie une tendance? Comment on identifie le sens dans lequel le marché est en train d'aller actuellement? Donc, le marché, vu qu'il fait des zigzags, Charles Dow a beaucoup parlé du fait qu'on peut identifier le sens de la tendance avec les sommets. Donc, on a des sommets qui se créent. À chaque fois que le marché fait un mouvement haussier et un mouvement baissier, c'est un sommet. Un mouvement haussier et un mouvement baissier, c'est un sommet. Et là, on a un creux. Donc, un mouvement baissier, un mouvement haussier. Un mouvement baissier, un mouvement haussier. Un mouvement baissier et un mouvement haussier. Donc ça, en fait, ce sont des creux, en réalité. Donc, quand on a des sommets qui vont de plus en plus haut, donc ça, par exemple, on voit ce sommet ici, le prochain sommet va plus haut, le prochain sommet va plus haut que le précédent. Le creux qui est ici, le creux, il est là, le prochain creux va plus haut, le prochain creux va plus haut. Quand on a des sommets qui vont de plus en plus haut, généralement, et des creux qui vont de plus en plus haut, généralement, on peut parler de tendance haussière. Ok, et l'inverse fait une tendance baissière. Et là, sur le marché, ça donne un peu ça. Donc, cette manière de voir les choses, c'est Charles Dow qui l'a vraiment démocratisé. Donc, on a des sommets ici, sommet ici, sommet ici, sommet ici. Ça, c'est un creux, ça, c'est un creux, ça, c'est un creux. Ça, c'est un sommet, ça, c'est un sommet, ça, c'est un sommet, ça, c'est un creux. Sommet, sommet, creux, creux, sommet, sommet, creux, sommet plutôt, creux, creux, sommet, creux, sommet, creux, et sommet, et creux. Donc, on voit que généralement, les creux sont de plus en plus haussières. Les sommets sont de plus en plus haussières, sauf ici où on a eu des sommets qui sont restés un peu en consolidation. Et les creux qui sont restés un peu en consolidation, ça veut dire que le marché a connu une accumulation de prix ici avant de continuer notre tendance haussière. Donc, grâce à leur théorie, on a pu, comment dirais-je, mieux voir le marché d'une autre manière. Donc, on voit que ça date des années 1900, 1902, j'étais même pas encore né. Voilà. Donc, maintenant, on va parler d'une deuxième personne qui a beaucoup impacté aussi avec sa théorie. On a Ralph N. Elliott. Et Elliott a apporté une contribution dans les années 1871 à 1948. Et sa contribution fondamentale qu'il a eu à apporter, c'est la théorie des vagues, en fait, sur le marché. Et c'est pour ça qu'on parle communément de la théorie des vagues d'Elliott. Tout simplement. Ok? Donc, Elliott, il explique quoi? Il explique que les marchés évoluent sous forme de tendance. Certes, mais cette tendance-là crée des vagues sur le marché. Et ces vagues-là, on peut réussir à savoir quand est-ce que ces vagues-là s'arrêtent pour créer un renversement de tendance. Et avant de rentrer dans les détails, on va lire un tout petit peu. Donc, théorie des vagues. Mouvement impulsif. Donc, on a 5 vagues au total et, un ensemble de mouvements correctifs qui constituent 3 vagues. La psychologie de masse suit le schéma répétitif. Et donc là, par exemple, on peut voir ce qu'il a dit. Donc, c'est des informations qui sont à la portée de tout le monde. Encore une nouvelle fois, la théorie des vagues d'Elliott repose sur les principes suivants. Donc, chaque impulsion est suivie d'une réaction corrective. Donc, le fait qu'on sait que dans une tendance, on a ce qu'on appelle une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement. Charles Dow en avait parlé brièvement, mais Elliott a beaucoup plus apporté d'éclaircissement par rapport en fait aux vagues que constituent tous ces allers-retours sur le marché. Il dit que chaque impulsion est suivie d'une réaction corrective. 5 vagues se déplacent dans la direction de la tendance principale, suivie de 3 vagues correctives. Donc ça veut dire que généralement, selon lui sa théorie, les grandes tendances sur le marché sont constituées de 5 vagues d'impulsion et de 3 vagues de correction. Après ces 5 vagues comment dirais-je, qui se passent sur le marché et tout,
la tendance a généralement tendance en fait à s'arrêter. Et on peut voir en fait des images ici. Voilà, donc selon lui, voici, comment dirais-je, ici par exemple et tout, voilà, c'est quelque chose que j'ai eu en fait à énormément étudier aussi, donc quand je me suis lancé beaucoup dans les indices synthétiques. Donc on voit ici que les vagues sont comptées comme suite, donc on a une vague ici qui va créer un 1, donc ça c'est le 0, le mouvement 0, on a 1, 2, ok, 3, 4 et 5, et très souvent, selon lui, hein, après le 5, cela correspond à une tendance qui a fait 3 impulsions. Donc généralement, on a 3 impulsions dans une tendance et on aura 2 retracements. Et le troisième retracement qui va suivre, généralement, va créer potentiellement un renversement de la tendance selon, en fait, Elliott, par rapport, en fait, à certains actifs spécifiques dans le temps. Donc il faut savoir que c'est une théorie qui date énormément et qui a été mûrie et rebrandée et réutilisée d'une certaine manière par plusieurs différents traders. Donc selon lui, par exemple et tout, quand on est sur un marché, généralement le marché fait 3 impulsions. J'ai même partagé une stratégie gratuitement sur ma chaîne YouTube où j'avais eu à parler de ça dans la stratégie. Je disais que généralement les tendances sur le marché font 3 impulsions. Et après les 3 impulsions, on n'est plus sûr si la tendance va potentiellement continuer ou pas. Mais généralement une tendance va faire en réalité ces 3 impulsions. Et c'est basé sur la théorie de la vague d'Elliott qui est une théorie vraiment très vieille, beaucoup plus vieille même que tous les traders que vous pouvez connaître aujourd'hui, qui sont encore vivants bien sûr. Alors ici, ce n'est pas la seule théorie qui a été expliquée, donc c'est une théorie qui est beaucoup utilisée dans l'analyse technique. On a maintenant la théorie de Richard Emil Wyckoff. Richard Emil Wyckoff, c'est un trader des années 1873 à 1934 et a fait une contribution fondamentale sur le marché. C'est lui qui a beaucoup plus démocratisé le concept d'accumulation, distribution, les smart money sur le marché. Ok, donc là en gros, il parle d'accumulation, de distribution. Les smart money manipulent le marché. Donc, ces concepts de manipulation-là, c'est Richard Emil Wyckoff qui a beaucoup plus en fait démocratisé ça pendant ces années-là. Il parle du fait que les institutions laissent des traces que l'on peut identifier. Donc, c'est lui-même, Richard Emil Wyckoff, en réalité, c'est lui le père même de la smart money pour les personnes qui sont déjà traders et tout ça. C'est lui le père de la smart money et c'est de lui que Einer Circle Trader ICT s'est inspiré pour beaucoup travailler sur sa méthode ICT en réalité et tout. C'est lui qui tient la fondation. Et là, on peut voir en fait et tout au niveau de Richard Emil Wyckoff Theory, ce qui est complètement disponible. Hein, vous pouvez faire des études et tout, on ne sait jamais. On dit que la théorie de Richard Emil Wyckoff dans les années 1930 est une méthode d'analyse technique fondamentale basée sur l'étude des volumes et des prix pour anticiper les mouvements du marché, en se concentrant sur les phases d'accumulation, de distribution. Donc là, par exemple, dans notre formation Forex, on parle beaucoup du cycle AMD du marché. Le cycle AMD du marché. Accumulation, manipulation, distribution. Donc l'accumulation du prix et la distribution du prix a beaucoup été détaillée en fait par Richard Emil Wyckoff qui explique les différentes phases d'évolution du marché, de la phase de l'accumulation jusqu'à la phase de la distribution sur le marché. Et elle modélise le marché en 4 phases. Donc accumulation, hausse, markup, distribution, baisse, make-down, orchestré par ce qu'on appelle le composite man. Pour toutes les personnes par exemple qui se sont fait former à PK, vous allez entendre qu'on parle beaucoup de composite man. C'est tout simplement pour l'expression qui désigne les institutionnels ou les big boys sur le marché financier. Et là on peut voir et tout les cycles de Wyckoff qu'il a essayé de détailler. Donc Wyckoff ici par exemple explique selon sa logique potentielle comment reconnaître sur le marché la fin d'un cycle d'accumulation pour déterminer tout simplement une distribution, une redistribution en fait du prix. Il va parler de manipulation du marché. Il va expliquer comment est-ce que le composite man manipule le prix pour pouvoir liquider certains ordres avant de faire des vraies distributions. Donc, on a ici un pionnier qui a quand même développé des notions assez intéressantes que les traders de la Smart Money Concept vont beaucoup utiliser parce que la Smart Money, c'est un style d'analyse aussi. Donc, il y a beaucoup de concepts qui viennent de Richard Emil Wyckoff, mais aujourd'hui qui ont été mieux travaillés, qui ont été plus simplifiés pour moins se compliquer la tâche en fait au niveau de l'analyse. Ensuite, vous avez un quatrième pionnier qu'on va appeler Leonardo Fibonacci, mais Leonardo Fibonacci particulièrement, lui, c'est pas un trader. Ok, donc c'est des années 1170 à 1255. À 1250 plutôt. En fait, c'est pas un trader à la base, c'est un mathématicien. Donc, lui, il a parlé en fait de proportion mathématique. Donc, il a créé la logique qu'on appelle la logique de la suite de Fibonacci, qui est un ratio de 38,2% à 61,8%. Et lorsque vous allez faire en fait des recherches sur la suite de Fibonacci, vous allez voir, c'est passionnant, mais c'est pas le sujet du jour. Pourquoi on parle alors d'un mathématicien ici?
comment on appelle, le trading, c'est les finances, c'est les chiffres, et les chiffres, c'est les maths. Donc oui, les mathématiques peuvent intervenir encore dans, comment dirais-je, le trading de la même manière que l'algorithmique, donc c'est-à-dire le code, tout ça et tout, la programmation peut venir aussi dans le trading. Donc, qui parle de chiffres, on va forcément parler de mathématiques. Et, comment dirais-je, Leonardo Fibonacci a, comment dirais-je, développé une théorie quand même qui est assez intéressante. Et grâce en fait à sa théorie des suites mathématiques qu'il a eu en fait à travailler, on a pu avoir le fameux outil intéressant qui est l'outil du retracement de Fibonacci qui permet aujourd'hui, donc là je vais vous montrer, pour ceux qui ne savent pas, l'outil là, le fameux outil du retracement de Fibonacci que les traders utilisent généralement, c'est un outil, alors malheureusement je l'ai fait partir, je vais revenir sur ça. Il est où? Expansion de Fibonacci. Alors, ouais, retracement de Fibonacci, voilà, super. Donc, en fait, c'est un outil que les traders utilisent généralement pour pouvoir déterminer la fin d'une impulsion et le début d'un nouveau retracement. La fin d'un retracement plutôt et le début d'une nouvelle impulsion sur le marché. Voilà. Donc, ça peut être utilisé d'une certaine manière avec des niveaux qui sont basés sur des suites mathématiques qui ont été développées par Fibonacci qu'on peut aussi retrouver dans la finance en fait. Donc là, je vais le mettre en fait avec une autre couleur pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc ça, ce sont les niveaux et tout. Il y a un niveau qui est très important ici qui n'a pas été ajouté. C'est le niveau 786, donc le niveau 78.6 et tout ça de Fibonacci qui se trouve juste en dessous du niveau 61.8 et au-dessus du niveau 100. Donc, en fait, c'est un outil qui va permettre en fait aux traders de pouvoir identifier en fait la fin d'un retracement et le début d'une nouvelle impulsion dans certaines conditions qui sont assez intéressantes. Je ne suis pas très fan de cet outil quand même et tout parce que dans mon style de trading actuel, je ne l'utilise pas, mais ça reste un outil quand même qui est quand même intéressant. Et grâce à ces suites mathématiques là qu'on intègre dans le trading, on peut se rendre compte effectivement qu'on a la possibilité de se servir des mathématiques pour savoir exactement quand est-ce qu'un retracement potentiel dans certaines conditions spécifiques peut s'arrêter. Donc il y a des traders qui ont vraiment travaillé sur ça et qui se sont vraiment spécialisés dedans. Ok, alors moi je vais continuer, on va continuer ici rapidement. Et là maintenant, l'héritage des maîtres, donc on dit que ces pionniers ont posé les bases de l'analyse technique. Leurs découvertes sont toujours restées et sont toujours utilisés parfois sous des noms modernes comme par exemple ICT, SMC, SMV, etc. et tout. Donc ça a été rebrandé et retravaillé par certains traders. Même vous qui suivez cette formation aujourd'hui, vous avez la possibilité de créer votre propre méthode et tout ça, tant qu'elle marche et tant qu'elle a généré des résultats, pourquoi pas et tout. Alors ici, les méthodes les plus répandues. On va parler maintenant des méthodes qui sont maintenant les plus répandues au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, quelles sont les méthodes que les gens utilisent généralement pour faire l'analyse technique? On a premièrement le chartisme. C'est la lecture visuelle du comportement du prix à travers les figures graphiques qui se répètent. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans le chartisme, ou le style de trading qu'on appelle le chartisme, c'est le fait qu'il y a des traders qui ont remarqué que généralement le marché il refait des figures. Généralement, quand il va faire par exemple une figure comme ça, quand le marché il évolue et qu'il fait un sommet, il revient, il fait un autre sommet, et qui revient comme ça, il va faire un mini retracement et qui va partir. Et cette figure-là, ils ont appelé ça tout simplement un double top. Tout simplement. Donc, ça veut dire quand le marché il fait deux sommets égaux comme ça, il a la potentialité de venir retester une zone de prix ici pour se retourner. Et ça, on va appeler ça tout simplement un double top. Et c'est une figure qu'on va appeler une figure chartiste. Pourquoi chartiste? Parce que le chart, ça veut dire graphique en anglais. Ok, donc on dit figure chartiste, c'est un abus de langage. Voilà, tout simplement. Donc en gros, il y a beaucoup de figures chartistes que les traders utilisent. Hein. Il y a les double top, il y a les double bottom. Ok, il y a l'épaule, tête-épaule renversée. Donc il y a des figures que les traders ils voient comme ça et tout. Et qui leur permettent de savoir si le marché va se retourner ou pas. Il y a l'épaule, tête-épaule normale. Ok, il y a le biseau ascendant et tout. Pour certaines personnes, il y a le biseau descendant. Ok, il y a le canal équidistant et tout. Donc, canal équidistant qui vient du principe de la vague d'Elliott et tout ça. Voilà, qu'ils appellent aussi le drapeau. Ils appellent ça aussi la figure du drapeau. Vous pouvez chercher, hein, tout ce que je dis, c'est des informations qui sont vérifiables, que vous pouvez chercher et tout ça. Donc, en gros, ce sont des traders qui se basent sur des figures. Pour eux, tout simplement, c'est que le marché, il fait des figures répétitives. Et quand il fait une figure, on peut se baser sur cette figure-là pour prendre des positions. C'est ce qu'on appelle le style de trading du chartisme. Mais on ne va pas utiliser que des figures de type triangle, canot, tout ça, double top, etc. On va utiliser aussi ce qu'on appelle des supports et des résistances. Les supports et des résistances, c'est quoi? C'est que sur le marché,
selon la règle des supports et des résistances sur le marché, c'est que les endroits où vous avez des niveaux de prix comme ça, où le marché a fait une hausse ici, le marché a fait une deuxième hausse ici, ça veut dire que s'il y a eu une hausse ici et encore une hausse là, ça veut dire qu'ici, il y a un niveau d'acheteur pertinent. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler tout simplement un support. C'est-à-dire que si effectivement il y a une hausse ici, une autre hausse là et encore une autre hausse là, c'est un support ça. Donc si les cours reviennent pour toucher ce support là et tout, potentiellement on peut prendre encore une position en buy et on voit qu'effectivement les cours ont été respectés. Et dans le sens inverse, on a les résistances. Les résistances, c'est que lorsque on a une zone de vente ici, donc il y a une chute du prix là, il y a une autre chute du prix là. Donc là par exemple, on a un niveau qui est là, qui a fait chuter les prix 2 fois. Donc potentiellement, on se dit que si les cours reviennent ici, ça va retester pour refaire encore une chute. C'est ce qu'on va appeler une résistance. Donc la résistance, c'est pour rejeter les prix à la baisse. Et le support, c'est tout simplement une zone d'acheteur pour tout simplement faire monter le prix qu'on va utiliser pour prendre des positions acheteuses. Donc tout ça est utilisé dans le chartisme et tout, ok. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les spécificités pour que vous puissiez comprendre et tout ça. Parce que dans le chartisme, on utilise aussi ce qu'on appelle les trend lines. Les trend lines qui sont des lignes de tendance, ok. Donc, les supports résistance tout à l'heure, on avait parlé, quand on avait tracé, on a dit que ça, par exemple, c'était une résistance. Ça aussi, c'est un support. Mais vous avez vu ce que j'ai tracé, c'est horizontal. En fait, c'est des niveaux qui sont horizontaux. Mais en fait, les traders chartistes utilisent aussi des niveaux qui sont obliques. Comme par exemple, ici, on va se dire que, d'accord, ça, c'est un niveau qui commence de là à là, comme ça. Donc, ils vont se dire, d'accord, si les prix ont fait ça, ils se sont retournés ici, donc ils se sont retournés là, potentiellement, on va l'utiliser. Si les coûts se font rejeter ici, on va prendre un ordre de vente. Donc ça, ce sont des niveaux de résistance, mais qui sont obliques. Ok, niveau de résistance oblique. Et après, vous avez des niveaux de support qui peuvent être aussi obliques. Donc, on a un niveau de support qui est là, qui est oblique. Donc, un niveau de support qui a fait rejeter les coûts ici, rejeter les prix là. Donc, si les prix viennent ici, que ça reteste, ici, on peut prendre une position acheteuse. Donc, ça, c'est un niveau de support. Support oblique. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va appeler une ligne de tendance ou encore une trend line. Trend line en anglais, ligne de tendance en français. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. C'est juste la langue qui change. Il y a beaucoup d'expressions qui vont revenir dans le trading en anglais. Alors, ici maintenant, vous avez trading par indicateur. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui n'utilisent pas le chartisme. Hein. Il y a des personnes qui vont utiliser, qui vont trader avec les indicateurs. Okay? Les indicateurs, on en avait parlé rapidement. Les indicateurs, c'est quoi? Ce sont des outils qui sont basés sur des calculs mathématiques et réactions du prix pour générer des signaux ou des indications sur le marché. Donc, on a des indicateurs qui sont très connus, mais avant de parler des indicateurs ici, je vais revenir pour vous remontrer c'est quoi un indicateur au cas où vous n'avez pas suivi et tout ça. Pour cela, je serai obligé de diminuer la taille de mon MetaTrader, sinon vous n'allez pas voir le haut de ce que j'explique. Voilà. Donc, je diminue rapidement. Ok, donc là, on va choisir un indicateur. Donc, je vais cliquer sur, comment dirais-je, insérer. Donc, on va insérer un indicateur. Je vais dans indicateur de tendance. Par exemple, ici, on va utiliser le, comment dirais-je, bon, je ne vais pas prendre Ichimoku, je vais prendre l'indicateur de la bande de Bollinger. Une fois qu'on met l'indicateur de la bande de Bollinger, vous allez voir, la bande de Bollinger, c'est, comment dirais-je, ces trois lignes-là qui suivent le graphique. Donc, on a une ligne supérieure en haut, on a une ligne inférieure en bas, et on a une ligne qui est au milieu ici. Et en fait, la ligne qui est au milieu, c'est la ligne de coût. Et la ligne qui est en haut, c'est censé être la résistance qui va suivre le prix. La ligne qui est en bas, c'est censé être le support qui va suivre le prix. Donc, il y a certains traders, par exemple, qui se basent sur ça. Donc, ils vont dire que, OK, ça, c'est une ligne de support. Si les prix rejettent, ils vont prendre leur position. Et ils n'ont pas besoin de faire de l'analyse technique, par exemple, et tout. Ils peuvent se baser uniquement sur un indicateur et tout. Donc, par exemple, cet indicateur-là, on voit que ça, les coûts ont touché la résistance en haut et ça a chuté. Ça a touché la résistance, ça a chuté. Donc, en gros, ils peuvent se baser sur ça. C'est ça qu'on appelle le trading d'indicateur. Bande de Bollinger, ce n'est pas le seul style d'indicateur qui existe. Il y en a beaucoup. Il y a énormément de différents indicateurs qui existent. Et on a les indicateurs qui sont les plus connus, par exemple. Le plus connu de tous les indicateurs, selon moi, c'est le Moving Average. Et après ça, il y a le RSI, Relative Strong Yield Index, qui est un indicateur qui permet de montrer lorsque le marché tape une zone de surachat ou une zone de survente pour pouvoir prendre une position acheteuse ou une position vendeuse. Donc, on peut même l'utiliser pour chercher des divergences sur le marché et tout ça. Donc, juste comprenez qu'il y a des traders qui se basent sur des indicateurs. Okay? Des indicateurs, ce sont des systèmes qui ont été créés d'avance et que les traders utilisent pour pouvoir faire des prévisions sur le marché. Donc, ces indicateurs-là ont des avantages et des limites.
les avantages que les indicateurs peuvent avoir, par exemple, sont au niveau de la simplicité. Donc, les indicateurs sont très simples, c'est facile, tu n'as pas besoin de te casser la tête, c'est des choses qui sont déjà là d'avance. Les règles sont claires, mais souvent, les indicateurs sont en retard. Parce qu'en fait, un indicateur, c'est quoi? C'est quelque chose qui va se baser sur ce que le prix fait. Donc, imaginons le marché il est en train d'évoluer. L'indicateur, c'est un principe mathématique ou un principe algorithmique qui va observer ce que le marché fait pour pouvoir faire ce que lui il a à faire. Ça veut dire qu'il faut que le marché fasse pour que lui il fait en réalité. Donc généralement c'est ça qui va faire que 99,99% des indicateurs sont des indicateurs qui sont en retard et qui ne sont pas là forcément pour prédire le prix, mais pour en ficher des informations qui peuvent vous aider vous maintenant à prédire la direction du marché. Donc on n'utilise pas un indicateur aveuglément. Il faut savoir dans quel sens c'est fait. Maintenant, on a des indicateurs qui sont beaucoup plus complets, comme par exemple l'indicateur que nous avons créé en fait à la PK Market Vision qu'on appelle le système PK. Le système PK, c'est un ensemble d'indicateurs. Ok, c'est un ensemble de plusieurs données qui se basent sur une logique stratégique cohérente en fait. Contrairement à une bande de Bollinger qui est juste un indicateur lambda ou un RSI qui est un indicateur lambda, les indicateurs comme le système PK, c'est des ensembles d'indicateurs en fait, qui se basent sur une logique d'analyse donnée et tout. Donc là, on va voir par exemple un indicateur comme par exemple le système PK. Donc là, par exemple, je l'ai déjà enregistré sous forme de modèle. Je viens ici, je clique sur système PK et puis paf, on voit qu'en fait, le système PK, c'est un indicateur qui va tracer des niveaux sur le marché. En même temps que ces niveaux sont tracés, il va essayer de déterminer le sens de la tendance et tout ça, et déterminer à l'intérieur maintenant des niveaux d'entrée. Et une fois que ces niveaux d'entrée sont déterminés et que les prix atteignent ces niveaux d'entrée et sortent une pattern, en fait, il va signaler en même temps les patterns qui sont déterminés dedans pour en même temps nous désigner et nous dire en fait si il y avait des super belles opportunités en fait à prendre, comme par exemple ici une zone qui a été tracée, une pattern qui est détectée à l'intérieur, hop, on peut prendre une position ou on peut prendre une position et tout ça. Donc en fait, les indicateurs comme le système PK, ce sont des indicateurs qui sont trop complets en fait, et c'est pas juste basé sur un seul principe et tout ça. Donc il y a des gens par exemple qui tradent avec un système d'indicateurs beaucoup plus complet et tout ça. Donc oui, les indicateurs ça peut aider, mais il y a une nuance ici qu'il faudra savoir et que je vais vous dire en fait à la fin et tout. Parce que à la base, j'étais pas du tout fan des indicateurs. Je détestais les indicateurs parce que moi j'ai appris à trader de manière purement technique, et je me disais toujours que les indicateurs c'est complètement inutile, mais en réalité j'ai compris pourquoi effectivement les indicateurs peuvent être inutiles pour les débutants et comment est-ce que ça peut être utile pour les personnes qui sont déjà professionnelles dans le milieu. Et je vais vous le dire. Mais avant ça, on va parler des avantages et des limites des indicateurs complets comme le système PK. Alors, les indicateurs complets comme le système PK, ici il y a la simplicité d'utilisation, la cohérence, la clarté, mais cela nécessite d'avoir des bases cohérentes dans l'analyse technique d'abord. S'il y a pas, la personne n'a pas déjà une base dans l'analyse, la personne ne peut pas comprendre comment l'utiliser, c'est pas possible en fait. Voilà, elle va l'utiliser tout simplement bêtement et le même indicateur qui va générer énormément de chiffres à quelqu'un, c'est le même indicateur qui va faire que quelqu'un va cramer son compte. C'est comme ça. Alors, ensuite, on a le troisième style de trading. Les traders préfèrent, il y a d'autres traders qui aiment le trading algorithmique, c'est-à-dire quoi? En fait, qu'est-ce qu'ils ont? Ils essayent de coder une stratégie dans un fichier, ok? Et on a la possibilité aujourd'hui de créer des robots de trading qui vont trader automatiquement, en fait. Vous pouvez potentiellement même peut-être trouver des robots disponibles sur full margin et tout ça, ou des indicateurs qui sont disponibles sur full margin. En tout cas, on prévoit vraiment faire vraiment des choses qui sont super intéressantes pour vous là-bas. Mais dans tous les cas, et tout ça, si vous avez aussi des projets algorithmiques ou des robots et tout ça, vous pouvez aussi les exposer là-bas pour la communauté et tout. Ça ne dérange pas, mais c'est juste, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trader a la possibilité de créer son propre robot de trading qui va trader à sa place, sans que lui ne se gêne. Soit qu'il va trader à sa place, soit qu'il va l'aider. Donc en gros, c'est ça qu'on va appeler tout simplement le trading algorithmique. Donc le trading en se basant sur les robots. Donc c'est basé sur des règles qui sont codées et qui supprime l'intention émotionnelle humaine. Parce qu'un trader humain, il a des émotions. Parfois, il peut ne pas respecter son plan à cause des émotions. Mais un robot n'a pas d'émotion. Un robot, lui, il respecte juste un plan. Point. Donc, ça peut être avantageux comme ça peut être vraiment désavantageux lorsque la compréhension du langage de programmation n'est pas vraiment poussée. Parce que si le code est à une seule erreur, c'est terminé. Et tout peut partir en cacahuète. Donc en gros, il y a d'autres modèles d'analyse. Donc il y a des traders par exemple qui n'utilisent ni les figures chartistes, ni le trading algorithmique, ni les indicateurs, mais qui se basent sur des modèles d'analyse qui sont potentiellement peut-être avancés. Donc, et on a des approches comme par exemple des approches avancées qui peuvent être diverses. On a des approches qui sont basées sur la logique institutionnelle du marché, un peu comme ce que Richard Demiroukov a développé et tout, et l'identification de zones clés. Donc on a par exemple les méthodes comme l'ICT et la SMC,
et tout, ICT qui est développé par Inner Circle Trader et SMC qu'on appelle la Smart Money Concept. Smart Money Concept, c'est tout simplement argent intelligent. Donc, c'est juste tous les concepts qui tournent autour de l'argent intelligent. Donc, les concepts comme la liquidité, les déséquilibres, la manipulation, les ordres blocs, comment dirais-je, les FDJ, etc., etc. Donc, ici, on a maintenant la SMV et la SND. SMV pour dire Smart Money Volume, ou certaines personnes disent Smart Money Vision, et la SND qui veut dire Supply and Demand Trading. Donc, en gros, vous avez les zones d'offres et les zones de demande, et tout, la logique structurelle, etc. et tout. Donc, ce sont des personnes qui font un style d'analyse un peu plus poussé. Ici, voilà. Donc, attention, c'est une approche qui peut être potentiellement complexe, qui est chronographe et exigeante mentalement. Donc, en gros, ce sont des approches qui nécessitent vraiment beaucoup de temps. Comment dire, ce qu'il faut passer pour bien maîtriser comment est-ce que ça fonctionne. Ok. Donc, la SMC, c'est pas juste le fait de venir devant le marché, de déterminer les BOS, les choses et tout ça, c'est terminé. Non, il y a pas mal de choses qu'il faut voir en fait à l'intérieur qui vont demander potentiellement du temps. Mais une fois que on maîtrise ces approches-là, en fait, on a une cohérence dans notre manière de voir le marché. Et c'est cette cohérence-là qui débloque en fait réellement la rentabilité. Alors, maintenant parlons d'une question fondamentale. La question fondamentale, c'est quoi? Existe-t-il une meilleure approche? Non. Il n'y a pas de meilleure approche, en fait. Il n'y a pas de meilleure approche. Il n'existe pas de méthode universelle que tous les traders utilisent. Toutes les approches sont valables, exploitables, compatibles avec les indices synthétiques, utilisées avec succès par certains traders. Ça veut dire que la même approche qu'un trader, j'espère que c'est une approche, bon voilà, qu'un trader a utilisé et a fait 0 $, exactement la même chose qu'un autre trader a utilisé pour faire 1000 $, et la même chose qu'un autre trader a utilisé et a perdu 1000 $, et la même approche qu'une autre personne a utilisé tout simplement pour gagner plus de 5 millions de dollars. Ah oui, en indice synthétique, tout est possible. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est la manière dont l'approche a été utilisée, la vision de la personne. C'est cela qui fait que moi, en tant qu'un trader professionnel dans le domaine, parce que je le fais depuis des années et je vis complètement de ça et tout, je considère ça comme ma profession, ok? Il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne me le dire, mais même moi, avec mon niveau sur le marché, ma manière d'expliquer, je peux former quelqu'un qui, au final, trouve que ma méthode ne lui convienne pas du tout et tout. Et je peux former une personne qui fait beaucoup plus de meilleurs résultats que moi. Donc, en gros, on avait parlé du profil du trader. Récemment, on a parlé aussi des styles de trader. Maintenant, quand on vient au niveau de la méthode, toutes les méthodes sont valables, sont exploitables, sont compatibles avec les indices synthétiques et sont utilisées avec succès par certains traders. Donc ça, il faut le savoir. Maintenant, la différence ne vient pas de la méthode, mais de la capacité que le trader a à comprendre la méthode et la maîtrise profonde des concepts. La maîtrise profonde d'un concept peut varier d'un trader à un autre. C'est pour cela que dans une salle de classe, il y a 50 élèves qui suivent un même professeur, mais à la fin de l'année, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui échouent. Oui, parce que dans la salle de classe, tout le monde ne comprend pas les choses de la même manière. Voilà. Qu'importe comment le professeur fait ses efforts, les élèves ne comprennent pas les choses de la même manière. Et tout. Donc, à moins que tous les élèves fassent un travail commun après avoir suivi les cours et tout ça. Donc, en gros, ça va partir de la maîtrise profonde du concept de la personne, la discipline à l'appliquer, le respect des règles sans dévier, parce qu'il y a des traders qui ils ont tellement de connaissances qu'ils n'arrivent plus à se cadrer. Ils font un peu de chartisme, un peu de, SMC, un peu de SMV, un peu de SND, ils mélangent un tout petit peu et après ils ajoutent des indicateurs, tellement ils sont troublés dans leur manière de trader, qu'au final, ils n'arrivent même pas à se discipliner sur une méthode claire. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'accompagne des gens en coaching. C'est-à-dire que j'accompagne des personnes même qui ont déjà des méthodes. Ce n'est pas maintenant qu'ils veulent apprendre le trading, mais je les accompagne en fait pour les aider à mieux structurer leur manière de faire. Parce que les gens, ils en ont besoin. Ce n'est pas la connaissance qui manque à certains traders, mais c'est le trop plein de connaissances et la mauvaise utilisation du peu de connaissances que certaines personnes ont qui font que tout simplement ils ne sont pas rentables. Alors ici, ça va dépendre aussi de la cohérence dans le temps. Donc il faut garder une certaine cohérence dans l'application quotidienne et dans la patience. Et trader avec une certaine routine, une certaine constance, un certain planning pour que ça puisse générer des résultats. Et ici, il y a un conseil fondamental. Alors moi je dis une chose. Si vous voulez vous lancer dans le trading et que vous êtes paresseux, dans le sens où vous n'aimez pas du tout vous gêner, vous n'aimez pas vous casser la tête, vous ne voulez pas analyser en profondeur, vous ne voulez pas perdre beaucoup de temps, je vous déconseille de prendre une formation sur l'ICT, la SMC, la SMV, etc., le Wyckoff avancé, je vous déconseille. Parce que ce sont des styles de trading où il faut du temps pour le maîtriser. Même une formation même une petite formation ne va pas suffire. Parfois, ça demande de prendre des coachings, de faire un suivi derrière et tout ça, ok? Parce que c'est une connaissance qui va définitivement changer votre vie.
Donc, ça vaut le coup de pousser sa connaissance dedans. Et ces styles de trading-là, c'est pas pour dire que c'est difficile, mais c'est juste pour dire que c'est des concepts qui méritent de prendre du temps pour bien les travailler, pour bien les comprendre. Donc, ce sont de très bons concepts de trading, mais qui nécessitent un apprentissage complet et beaucoup de temps d'observation et tout. Par contre, quelqu'un qui veut vite avancer va juste courir derrière les indicateurs. Il va dire que, ok, moi, je veux juste utiliser un indicateur pour me casser la tête, etc., etc. Donc, il y a des méthodes qui ne nécessitent pas trop de temps d'apprentissage et qui fonctionnent quand même. Mais tout dépend, comme je l'ai dit, de la manière de l'appliquer. Avant de choisir n'importe quel style de trading que vous voulez utiliser pour faire vos analyses, il faut forcément et avant tout connaître des bases, les bases, des bases, des bases. Parce que tout à l'heure, là, on a vu les différentes manières d'analyser le marché, les pionniers qui ont apporté un petit plus. Maintenant, dans tout ça, là, nous, on a besoin de connaître certaines bases d'abord qui vont être indispensables et tout. C'est quoi ces bases-là dont on a besoin de savoir? Premièrement, on dit qu'à la base, le marché est une suite de prix dans le temps. Donc, c'est la donnée la plus pure. Donc, en fait, il faut savoir que le graphique qu'on voit qui bouge là, c'est juste une suite de prix dans le temps. Donc, on sait que c'est un actif. Hein. On a un actif qui est là, par exemple, qui est le FXVOL40. Le prix de cet actif, il va juste bouger dans le temps, en fait. Il va bouger, il va descendre, il va juste bouger. Donc, en fait, c'est juste un prix. Vous voyez un peu, c'est juste un prix. Tout ce qu'on voit qui s'affiche, c'est juste l'empreinte de ce prix-là qu'il laisse derrière lui. Donc, sinon, c'est juste un prix qui évolue. C'est tout. Donc, en gros, ce prix-là, et tout, à la base, s'affichait de manière purement linéaire. Donc, en gros, on dit que tous les graphiques dérivent du prix. Mieux vaut maîtriser le simple qu'être perdu dans le complexe. Donc, ça, c'est la manière la plus simple de concevoir, en fait, le graphique. OK? Donc, juste un niveau de prix qui évolue, tout simplement, comme ça. Même pas visible, en fait. OK? Maintenant, ce niveau de prix va laisser dans un point qu'on peut voir de différentes façons, dépendamment de comment nous-mêmes on décide de voir ce niveau de prix. La première manière de voir ce niveau de prix-là, les empreintes de ce niveau de prix sur le graphique, c'est en passant par le graphique qu'on appelle le graphique linéaire, qui est le plus simple. Ça ne montre que les clôtures et c'est idéal pour trouver la tendance générale du marché. Donc là, par exemple, je vais retourner sur le graphique. Ah, là, par exemple, on avait la zone de notre système PK qui est en train de très bien réagir tout à l'heure. Mais bon, je vais être obligé d'enlever ça parce qu'on n'aura pas besoin du système. On va continuer sans ça. Voilà, donc du coup, je vais continuer ici. Et je vais vous montrer, le graphique s'affichait comme cela en graphique linéaire. Donc voici le graphique linéaire. Pour que vous voyez de manière claire, je vais changer la couleur du graphique linéaire. Et moi, je vais mettre la couleur en bleu. Là, on a le graphique linéaire. Donc, c'est ça qu'on appelle le graphique linéaire. Vous voyez? C'est comme ça que le graphique linéaire, ça se présente. C'est juste un niveau de prix qui est en train de bouger, qui va laisser des empreintes purement linéaires qui restent là, en fait, et tout. OK? Donc, ces empreintes linéaires-là, on peut les voir sur différentes unités de temps, effectivement, pour pouvoir bien analyser et tout. Mais en réalité, ça ne nous donne pas des informations très pertinentes pour faire nos analyses. Toutes les informations que ça va nous laisser, c'est juste pouvoir voir la structure du marché. Donc là, par exemple, on voit que le marché est dans une structure qui va de plus en plus haut, c'est tout. Donc, c'est une structure haussière qui potentiellement est en train de transformer en une structure baissière. C'est tout ce qu'on voit en fait. On n'a pas d'autres informations pertinentes qui sont beaucoup, qu'on pourra beaucoup exploiter et tout. C'est la limite du graphique linéaire en lui-même. Donc, le graphique linéaire, ça sera utile pour détecter en fait le sens de la grande tendance. Ensuite, vous avez le graphique qu'on appelle le graphique en barre, le graphique OHLC. Dans le graphique OHLC, ça va juste nous montrer le prix d'ouverture, donc le open price, le high price, donc qui est le prix le plus haut, le low price, ok, et le close price, c'est ça qui est le OHLC. Donc, plus d'infos que le graphique linéaire, mais moins visuel. Alors, c'est quoi le graphique en barre? C'est ça. Donc, ça, c'est le graphique en barre. Donc, j'ai cliqué ici, et là, j'ai le graphique en barre. Et le graphique s'affiche comme ça. Bah, en fait, et tout, ça nous montrera juste sur notre unité de temps, parce que là je suis sur une unité de temps de 4 minutes, donc ça veut dire que je vois le graphique sur 4 minutes, et en 4 minutes on aura une barre qui va se former. Donc une barre en 4 minutes, une barre en 4 minutes, une barre en 4 minutes. Donc sur ces 4 minutes là, je vais voir tout simplement à la fin des 4 minutes le niveau le plus haut de ma barre. Donc voici le niveau le plus haut de ma barre pour le moment. Le niveau le plus bas de ma barre pour le moment, il est ici. Le prix d'ouverture de la barre se trouve là. Donc, c'est là que ça s'est ouvert et c'est là que ça s'est fermé. Donc, en gros, c'est ça qui est le O. Donc, le O, c'est le prix d'ouverture. Le H, le high qui est ici. Le L, le low. Et le C, le prix de clôture qui n'est pas encore déterminé. Donc, si ça se ferme, bon, ça s'est déterminé finalement ici. Donc, en fait, ça donne plus d'informations quand même pour mieux faire les analyses que le graphique linéaire. Malheureusement, c'est pas aussi complet que ça. Donc, c'est aussi limité. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser ça uniquement.
et tout. Donc ici, on a le modèle qui donne le plus d'informations que la majorité, pour ne pas dire la quasi 90% des traders retail utilisent, qui est le graphique en chandelier japonais. Et le graphique en chandelier japonais, c'est le plus utilisé. Il offre la meilleure lecture visuelle pour le prix et tout ça. Et c'est comme ça que ça s'affiche. Donc là, si je retourne sur le chandelier japonais, on va voir le prix qui s'affiche comme ça. Donc je remets sur le chandelier japonais, voilà. Donc ça, c'est le chandelier japonais. Donc en gros, c'est exactement un peu comme le graphique en barre, sauf que ça donne les mèches, les corps, ça colorie correctement les choses pour qu'on puisse bien voir les détails. Donc là, par exemple, c'est toujours sur un time frame de 4 minutes. Donc ça veut dire que je vois une bougie sur 4 minutes. Ce modèle graphique-là, on appelle ça le chandelier japonais. Le chandelier japonais. Et ça affiche ce qu'on appelle des bougies. Donc ces petites choses-là que vous voyez, ce sont des bougies. L'ensemble des bougies qui vont de plus en plus haut, c'est ce qu'on va appeler les bougies haussières. Donc, et les bougies rouges là, ce sont des bougies baissières, donc qui représentent la baisse du prix ou qui représentent les vendeurs sur le marché ou tout simplement le mouvement après la demande, après une hausse de l'offre, tout simplement. Donc en gros ici par exemple, on a le prix le plus bas que la bougie a pu atteindre en 4 minutes, qui est ici. Donc ça c'est le low, ça c'est le high, ça c'est le open price, donc qui est le prix d'ouverture et le prix de clôture. Pourquoi le open price est ici et le prix de clôture est là? Parce que c'est vert. Donc ça veut dire que ça s'est ouvert en bas et ça s'est fermé en haut. C'est pour ça que c'est vert. Mais si c'est que c'est rouge, ça veut dire que ça s'est ouvert en haut et ça s'est fermé en bas. Donc c'est pour ça que finalement, la bougie, elle est rouge. Donc en gros, je vais retourner ici. Là, pour qu'on continue, il y a d'autres modèles graphiques qu'on appelle le Heiken Ashi. Malheureusement, le Heiken Ashi n'est pas disponible sur MetaTrader de manière standard. Ok, on peut trouver le Heiken Ashi ailleurs. Par exemple, si on va sur le TradingView de Derive, généralement, TradingView, ils ont beaucoup plus d'outils, hein, comme par exemple ici, quand vous allez voir les modèles graphiques, en fait, il n'y a même pas que le chandelier japonais, le graphique en bas, il y a aussi le Hollow Candle, il y a le HLC Bar, il y a le graphique en line, il y a le Line with Markers, il y a le Step Line, donc ça c'est un marché qui est sur la forme Step Line. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent ça pour analyser et tout, c'est stylé, mais est-ce que c'est vraiment utile? Ça, je ne sais pas, ça va dépendre de ceux qui tout simplement l'utilisent. Et là, vous avez en bas le graphique en Heiken Ashi qui est comme ça. En fait, le graphique en Heiken Ashi, ça donne l'impression d'être un cumul de graphiques comme le chandelier japonais. Mais en fait, c'est juste un modèle graphique qui colorie toute une impulsion d'une même couleur. Donc, on a toute cette impulsion qui va être colorée d'une même couleur. Tout ça qui est coloré d'une même couleur, qui essaie de colorier d'une même couleur pour mieux déterminer en fait la tendance. Donc, le graphique en Heiken Ashi, c'est pour les personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à bien identifier en fait le sens d'une tendance. Si on passe en fait en Heiken Ashi, ils peuvent voir que ok, clairement ici c'était une tendance haussière et tout ça, clairement là et tout on a un fort retracement, en plus on est repassé en tendance haussière, etc., etc. Donc c'est juste à ça que ça va forcément servir et tout, mais sinon il y a d'autres personnes qui l'utilisent pour faire les analyses, ça va dépendre, mais il faut savoir que c'est les différents modèles d'analyse que nous pouvons retrouver. Donc en gros, si je continue et tout, je dirais tout simplement quelle est ma recommandation, ok, que je vous donne. Je vous conseille de commencer avec le chandelier japonais. Voilà, le chandelier japonais donne des informations plus précises et en plus, ça va vous permettre de ne pas vous dénaturer de la manière dont la majorité des traders analysent. Donc comme ça, vous allez pouvoir comprendre le langage beaucoup plus facilement. Donc en gros, ici, le chandelier japonais et tout, c'est la pierre angulaire de l'analyse technique pour beaucoup de traders. Chaque chandelier représente une période de temps et raconte une histoire complète du marché. En gros, c'est quoi un chandelier réellement et tout. C'est ça, on va commencer à voir et tout. L'anatomie d'un chandelier. Donc là, on va parler de l'anatomie d'un chandelier rapidement. Lorsque vous avez une bougie de couleur rouge qui est comme ça, la bougie et tout, ça a son ouverture en haut, sa clôture en bas, son niveau le plus haut, qui est le niveau le plus haut que la bougie a réussi à atteindre, et le niveau le plus bas, qui est le niveau le plus bas que la bougie a réussi à atteindre. Et c'est l'inverse au niveau de la bougie verte. Certes, les niveaux les plus hauts et les niveaux les plus bas restent identiques, mais le niveau d'ouverture, ok, d'une bougie verte se trouve en bas et son niveau de fermeture se trouve en haut. Parce qu'une bougie verte, c'est une bougie haussière et une bougie rouge, c'est une bougie baissière. Donc ça veut dire que si on voit une bougie baissière, ça veut dire que le prix a chuté. Et si on voit une bougie haussière, ça veut dire que le prix a augmenté. Donc en gros, le niveau d'ouverture et de clôture change. Et tout ça. Donc il faut juste le retenir comme ça. Donc on a l'axe horizontal qui va marquer en fait le temps et l'axe vertical qui va tout simplement nous marquer le prix. Et c'est par rapport à ces deux axes-là, quand on parle d'as, on parle de ces deux choses-là. Hein. Donc quand on parle d'ici d'as horizontal et d'as vertical, on parle ici tout simplement du graphique. Voilà, ce graphique-là. L'as horizontal qui est en bas, qui nous montre la période.
ok, et l'as vertical ici. Voilà. Donc l'as horizontal qui nous montre la période et l'as vertical qui nous montre le niveau de prix, tout simplement. Donc par rapport en fait à ces deux as-là, le graphique va tenir compte de ça pour pouvoir déterminer tout simplement en fait la couleur d'une bougie. Ok, donc là par exemple on a une période A à une période B et tout. On va tout simplement voir au début de la bougie, le graphique linéaire qui est en train d'évoluer comme ça. On va voir, ok, dès le début de ce temps-là, le graphique a ouvert ici. Donc ça sera d'office le prix d'ouverture de la bougie. Maintenant, le graphique a continué et tout, et après est remonté et est venu se clôturer ici. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le prix d'ouverture qui est ici. Donc dans ce laps de temps de peut-être 14h à 14h30, et tout, voici le prix d'ouverture de notre bougie et voici le prix de clôture de la bougie. La bougie a ouvert ici à 14h et a clôturé ici à 14h30. Voici maintenant le niveau le plus haut que ça a réussi à atteindre. Donc il y aura une petite mèche ici qui va coïncider avec le niveau le plus haut. Et voici le niveau le plus bas. Il y a une petite mèche ici qui va coïncider. Donc voici la forme de notre bougie. Maintenant, vu que ça a ouvert en bas et que ça a clôturé en haut, ça sera une bougie de couleur verte. Donc voici exactement comment est-ce qu'on détermine les bougies se forment en fait sur le marché. Donc c'est un principe algorithmique qui va partir tout simplement du niveau de prix qui évolue, va prendre une période de temps A à une période de temps B pour déterminer exactement quel est le prix d'ouverture de la période de temps, quel est le prix de clôture de la fin de la période de temps, quel est le niveau le plus haut, va mettre la mèche en haut, et quel est le niveau le plus bas, va mettre la mèche en bas, c'est tout. Donc c'est ce à quoi ça sert le time frame. Donc quand par exemple je passe en M15, ça veut dire que je vois la représentation du niveau de prix sur 15 minutes. Donc ça veut dire que chaque 15 minutes, ça va prendre le graphique, trouver son ouverture dans la quinzaine de minutes et trouver sa fermeture. C'est tout simplement ça. Donc, c'est pas très compliqué en fait à comprendre. Donc, du coup, ici, le chandelier japonais va afficher 4 informations qui sont très importantes, qu'on appelle le OHLC. Et ce sont des informations sur le prix d'ouverture, donc prix de départ de la période et tout, prix de clôture, prix de fin de la période, le plus haut, donc le maximum de niveau de prix que ça atteint, au niveau le plus haut, et le plus bas qui est le maximum de niveau de prix que ça atteint en plus bas. Alors, l'interprétation visuelle. Le corps, parce que ça, on a vu comment ça se forme. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie en fait? Le corps d'une bougie, qui est la partie qui est coloriée là, le corps, lorsque c'est vert, ça représente les acheteurs, et quand c'est rouge, ça représente les vendeurs. Ça dépend de la couleur que vous lui donnez. Mais généralement, on donne une couleur verte et rouge. La mèche représente les rejets. Ça veut dire quoi? Zone où le prix a été repoussé, absence de liquidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, comment dirais-je, la bougie, il y a une bougie rouge qui a une mèche ici, ça veut dire que la bougie était venue jusqu'ici, mais au final, le corps a été rejeté, et finalement, le corps s'est clôturé ici à la fin du temps. Donc ça veut dire qu'il y a eu un rejet, et ce rejet-là matérialise tout simplement la présence de cette mèche-là, et tout. Donc ici aussi, sur cette bougie verte, vu que la bougie quitte du bas vers le haut, ça veut dire que en allant vers le haut ici, la bougie s'est fait rejeter et est venue finalement se clôturer là. Et c'est cette mèche qui va se trouver en haut pour une bougie verte ici, qui va signifier son rejet. Alors que pour la bougie rouge, vu que la bougie rouge quitte du haut vers le bas, la mèche qu'elle va laisser en bas va signifier le rejet qui a été exercé sur lui, tout simplement. Donc c'est un peu ce à quoi ça signifie, ou ce que ça signifie. Maintenant, plus le corps de la bougie est long, plus ça donne un signal qu'il y a énormément de liquidités qui ont été éjectées sur le prix. C'est pour ça que le corps de la bougie est vraiment grand, et donc ça montre tout simplement que les acheteurs sont en pression sur le marché, ou que les vendeurs sont en pression sur le marché. Alors ici, c'est exactement la représentation du chandelier japonais par rapport au graphique linéaire. Donc ça, c'est un graphique linéaire, ça, c'est un chandelier japonais. Je l'ai déjà expliqué, on ne va pas trop perdre de temps sur ça. Maintenant, on a différentes formes de bougies qui se créent sur le marché. Parce que là, vous allez voir que, ok, oui, on a compris les bougies, mais quand on regarde ici, par exemple, il y a beaucoup de types de bougies qui se forment. C'est quoi tout ça, en fait, et tout? Il y a beaucoup de bougies. Il y a, par exemple, cette bougie-là, c'est une bougie rouge, oui, mais elle est très petite. Elle a un corps qui est très petit, lui, il a un corps plus ou moins grand, lui, plus ou moins grand, mais lui, son corps, il est balèze, et lui, son corps, il est énorme. Lui, son corps, il est tout petit, il a un tout petit corps, une très longue mèche. Est-ce que ces corps-là, est-ce que tout ça, ça a une signification? Oui, ça peut potentiellement avoir une signification, parce que les bougies ont différentes classes de catégorisation. Par exemple, on a des bougies, ça c'est les bougies haussières et les bougies baissières. On a des classes de catégorisation. Lorsque la bougie a un corps qui est extrêmement long, on appelle ça un marobozu. Donc les marobozu, généralement, ils n'ont pas de mèche. Ils ont des corps qui sont extrêmement longs et tout ça. Donc c'est des marobozu, c'est des bougies qui signalent une très forte pression d'éjection de liquidité, qui peuvent représenter des signes de continuation comme des signes de retournement. Voilà. Et ensuite, on a les marteaux. Les marteaux, ce sont des bougies qui ont une très longue mèche et un petit corps comme ça. Et la mèche fait au moins 2 fois la taille du corps. Donc quand on regarde la taille du corps,
qu'ici la taille du corps fait 500 points, la mèche doit faire au moins 1000 points. C'est ça qui signe un marteau. Marteau qui est un signal de retournement haussier. Un marteau vert, signal de retournement haussier. Ensuite, vous avez un pendu ou un marteau inversé ou une étoile filante, hein, qui est généralement un marteau inversé de couleur rouge, qui est un signal baissier. Et tout ça. Et ensuite, vous avez les spinning top. Spinning top, c'est une bougie verte, par exemple, qui est comme ça, qui a une mèche très longue en haut et très longue en bas. Donc, en fait, la pression qui est exercée en bas et en haut sont typiquement pareilles. Donc, c'est des bougies qui peuvent représenter des bougies d'indécision, en fait. Et tout, de continuation dans certains cas, mais d'indécision dans certains cas. Spinning top, que ce soit de couleur rouge ou verte, ça joue le même rôle. Généralement, quand on a les coups qui sont en train de chuter et qu'on voit un spinning top et tout, ça continue la chute. Si les coups sont en train de monter et qu'on voit un spinning top, ça continue la hausse. Mais si les coups sont en train de monter et que ça touche un niveau de retournement et qu'on voit un spinning top, généralement, ça désigne un léger rejet qui aura lieu en fait. Parce que c'est des bougies d'indécision en fait. Ça, la pression va dans les deux sens. Donc du coup, ça peut être utile. Maintenant, on a les pin bars qui sont 2 fois plus pertinents que les marteaux. Donc, par exemple, on a un pin bar qui est debout comme ça aura plus de pression et d'impact qu'un marteau, mais les deux, ils jouent potentiellement typiquement le même rôle. On a un pin bar baissier, excusez-moi, donc pour les bougies rouges, ça va être un pin bar baissier comme ça, qui va jouer potentiellement le même rôle qu'un marteau inversé ou une étoile filante comme ça. Donc, en gros, ici, on a les doji. Les doji, ce sont des bougies qui n'ont pas de mèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons un laps de temps de 5 minutes. On a la première minute qui se trouve ici, on a la 5e minute qui se trouve là. Voici la période, voici le niveau de prix. Le marché, il commence dès le début de la période, il commence comme ça. Hop, il ouvre ici. Il va en haut, après il fait tout ça, il fait tout ça, il fait tout ça et tout, et hop, il se clôture là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau de clôture du marché est identique au niveau de clôture, c'est-à-dire le niveau d'ouverture, ok, là où le marché a ouvert, finit par être exactement là où le marché a fermé. Donc le prix d'ouverture du marché est exactement le prix de clôture du marché. Mais voici le niveau le plus haut qu'il a atteint, donc ça fait une mèche. Voici le niveau plus bas qu'il a atteint, ça fait une mèche. Donc c'est ça qui forme en fait un doji. Le prix d'ouverture étant identique au prix de clôture et tout sur une bougie. C'est ça qu'on appelle un doji. C'est une bougie d'indécision parfaite et qui peut représenter un signe de retournement aussi. Alors, les doji, il y en a de plusieurs types. Hein. On n'a pas que ça. Il y a les doji dragons, les doji porteurs d'eau, les pierres tombales, les tessera et tout. Donc, ça peut être assez intéressant de faire des recherches sur ça. Ça peut vous aider. Donc, les bougies, moi, je les divise en 2 grandes classes de catégories. Généralement, il y a une classe de catégorie que moi, je vais appeler les weak candles. Donc, les weak candles qui sont des bougies faibles, hein, qui sont toute cette forme de bougie là où la mèche fait 2 fois la taille du corps. Donc tout ça, c'est des weak pour moi, c'est des bougies faibles. Même les doji pour moi, c'est des bougies faibles. Les bougies faibles ici, qui sont des bougies d'indécision ou des signaux puissants. Alors qu'on a des forts bougies, des strong candles ici, comme le momentum candle et tout, et le marobozu qui vont représenter d'autres types de signaux donnés sur le marché. Donc c'est comme ça on interprète un tout petit peu la réaction que le prix a en fonction de la forme de certaines bougies. Maintenant, on va continuer dans le sens de l'analyse. La première des choses maintenant, une fois qu'on a fini de découvrir c'est quoi les bougies et comment les bougies vont nous aider dans notre analyse et tout, on va parler maintenant de la théorie de Dow. La théorie de Dow, la majorité des traders se basent sur cette théorie, consciemment ou non. Alors, ces principes de tendance restent les piliers de l'analyse moderne et tout. Donc, on dit qu'une tendance haussière, parce que sur le marché, on va premièrement identifier déjà ce qu'on appelle la tendance du marché. Avant de commencer à analyser le marché, il faut qu'on détermine c'est quoi une tendance. C'est quoi la tendance du marché, qu'est-ce que le marché il fait actuellement. Ok. Donc, pour ça, on va se baser sur l'utilisation des sommets et des creux. Donc, quand on vient sur le marché, hop, comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les sommets et les creux sur le marché, comme je vous avais dit. Donc, actuellement, le marché il fait quoi? À chaque fois que le marché va faire mouvement haussier, mouvement baissier, c'est qu'il y a un sommet. Mouvement haussier, mouvement baissier, il y a un sommet. Mouvement haussier comme ça, c'est qu'il y a un creux. Mouvement baissier, haussier, baissier, haussier. Quand il y a plusieurs bougies de même couleur ensemble, on trace une même ligne, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Vous voyez, donc en fait, il y a beaucoup de sommets et il y a beaucoup de creux. Si on allait déterminer les choses comme ça, on allait s'embrouiller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va balayer les petits sommets qui n'ont pas besoin qu'on s'arrête là, comme par exemple ici, au lieu de s'arrêter comme ça. Mais en fait, on va balayer tout le mouvement ensemble. Et donc, ça va nous permettre d'avoir des sommets qui sont uniquement, clairement visibles. Donc là, par exemple, on a tout ça comme une impulsion, un retracement complet, une impulsion complète, un retracement, une impulsion, un retracement complet, une impulsion, un retracement. Et ça, et ça, et ça, et ça. Donc, on balaye les mouvements les plus clairs et les plus visibles pour nous. Donc, je balaye tout ça, je balaye tout ça. Moi, je balaye tout, hein, je balaye tout, je balaye tout. Je m'arrête là, je balaye tout, je balaye tout, je prends tout ça, je prends tout ça, et je prends tout ça comme ça. Et une autre personne peut venir et ramasser encore les mouvements de manière beaucoup plus grande. Hein. Donc, s'il a une vision beaucoup plus grande du marché, elle aura ça, 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 et tout ça, il va prendre ça ensemble. Ça, tout ça, il prend ensemble.
tout ça il prend ensemble, et tout ça il prend ensemble, tout ça, et tout ça il va ramasser, comme ça, et tout ça on ramasse ça ensemble, et on a ça. Donc en gros, ça va dépendre de la vision du marché, mais ici quand même on a clairement une tendance qui est haussière. Là on a une tendance qui est presque typiquement baissière, hein, presque que typiquement baissière qui est là. Et donc on a deux types de tendances ici. Ça, c'est une tendance avec des sommets qui vont de plus en plus bas, et des creux qui vont aussi potentiellement de plus en plus bas avant de se renverser. Ça, les sommets vont de plus en plus haut, et les creux vont de plus en plus haut. Donc ici, nous sommes dans une tendance baissière, et là, nous sommes dans une tendance haussière. Le sens de la tendance est très important pour nous de le détecter, parce que quand on va connaître le sens de la tendance, ça va nous permettre en fait de pouvoir mieux faire en fait nos prévisions, parce que si on est dans une tendance haussière, on va beaucoup plus privilégier des mouvements d'acheteurs, ok, un mouvement acheteur, et si on est dans une tendance baissière, on va plus privilégier des mouvements vendeurs et tout ça, jusqu'à ce que la tendance se renverse. Et si la tendance se renverse, on va changer de tactique sur le marché au niveau de notre analyse et tout ça. Donc en gros, le principe de détermination d'une tendance haussière, c'est d'avoir des highs qui vont de plus en plus high, donc des higher high et des higher low. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une tendance qui fait des highs. Un high, c'est un sommet qui fait un high ici, qui fait un high là. Donc c'est ça, on met un high, un high, un high. Et ça, c'est un low. Donc c'est un creux qu'on appelle un low, un creux qu'on appelle un low, un creux qu'on appelle un low. Donc on a dit la tendance haussière est un cumul de higher high et de higher low. Donc un high qui va encore plus loin, donc un high qui va de plus en plus high, donc ça monte en fait, des highs qui sont de plus en plus high et des lows qui sont de plus en plus high. Donc higher high, higher low, donc ça c'est un higher low, ça c'est un higher low. Donc en gros, les lows qui vont de plus en plus haut, des hauts qui vont de plus en plus haut. Tandis que dans une tendance baissière, c'est des lower low. Donc on a un low ici, hein, un low qui est là, parce que c'est un creux. Donc ça c'est un low, ça c'est un low, ça c'est un low, et ça c'est un sommet, donc ça c'est un high. Ça c'est un sommet, ça fait high. Ça c'est un sommet, ça fait high. Donc on a des higher low, higher low, higher low, lower low, lower low et lower low. Donc des lows qui vont de plus en plus bas, des highs qui vont de plus en plus bas. Donc en gros tout ça, ça a été détaillé. Des choses qui sont quand même assez intéressantes en fait à comprendre. Maintenant on va parler maintenant de la tendance baissière. Et tout. Alors un ensemble de sommets et de creux, tout ça, et je pense que normalement on en a déjà parlé. Donc en gros, on connaît maintenant comment déterminer en fait une tendance et tout. On va parler maintenant du principe d'impulsion et de retracement. En réalité, il est impossible de travailler correctement avec les tendances si on ne sait pas ce que c'est qu'une impulsion, un retracement et une tendance. C'est impossible en fait de bien se comprendre en termes d'analyse technique. C'est quoi une impulsion? Une impulsion, c'est un mouvement fort, directionnel, avec participation massive. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le marché, lorsque vous voyez un mouvement puissant dans lequel il y a de grandes bougies, un volume de prix qui est élevé, un mouvement décisif qui est très clair, c'est ce qu'on appelle une impulsion. Donc ça, par exemple, sur le marché, c'est une vraie impulsion. Mais ça, ce petit mouvement-là, on va l'appeler un retracement. Ensuite, il y a un léger mouvement timide ici. Après, il y a une forte impulsion sur le marché. Donc, en gros, c'est ça qu'on appelle les impulsions. Les retracements, ce sont des mouvements, des phases de respiration et de prise de position pour rééquilibrer. Parce que le marché, il ne va pas évoluer comme ça, tout droit comme ça. Non, le marché n'évolue jamais comme ça. Il n'y a pas assez de liquidité pour faire évoluer le marché comme ça. C'est un principe d'acheteur et de vendeur, n'oubliez pas. Donc en gros, le marché, il va faire une hausse, après il va respirer, il va faire une hausse, il va respirer, il va faire une hausse, il va respirer, il va faire une hausse, il va respirer dans une tendance haussière. Et dans une tendance baissière, il va faire une baisse, il va respirer, il va faire une baisse, il va respirer, il va faire une baisse, il va respirer. Donc en gros, vous soutenez avec moi que dans une tendance haussière, les mouvements d'impulsion seront les mouvements haussiers de la tendance, alors que dans une tendance baissière, les mouvements d'impulsion, c'est les mouvements baissiers en fait. Parce que les mouvements les plus puissants dans une tendance, et ça on appelle l'impulsion de la tendance. Donc dans une tendance baissière, l'impulsion sera baissier et tout. Et dans une tendance haussière, l'impulsion, elle sera dans le sens de la tendance. Donc l'impulsion sera haussière. Donc en gros, c'est exactement comme ça. Donc les caractéristiques d'un retracement, c'est des bougies qui sont plus petites, qui sont à contre-mouvement et qui sont temporaires. Donc en gros, quand on va vous dire, dans une tendance, ici, moi j'ai une tendance baissière. Ma tendance, elle est baissière parce que j'ai des higher low et des lower low et des lower low. Voici mes impulsions de la tendance, impulsion de la tendance, impulsion de la tendance. Où sont les retracements? Les retracements, c'est les mouvements qui vont dans le sens inverse. Retracement ici, retracement là-bas, retracement ici. C'est un peu ça. Mais là, on se rend compte qu'en fait, notre retracement finit par devenir très puissant. Parce qu'à la base, les mouvements haussiers dans cette tendance baissière étaient des retracements, mais finalement, les coûts vont très fortement à la hausse. Donc ça veut dire que là, la tendance est potentiellement en train de se renverser.
quand l'impulsion continue d'être plus puissant que le retracement, la tendance continue, mais dès le moment où le retracement se réveille et dit non, c'est fini, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le retracement devient tellement puissant que la tendance peut potentiellement se renverser. C'est comme ça qu'on identifie un renversement de tendance et tout. Donc en gros, on a parlé de ça rapidement, hein. On avait déjà décrit, voici un exemple de tendance haussière, voilà, impulsion haussière, retracement baissier, tendance baissière, impulsion baissière, retracement haussier. Donc tendance baissière, tendance haussière, voici un exemple sur le marché, voici un exemple de tendance baissière sur le marché. Une fois qu'on détermine la tendance, on peut savoir maintenant, est-ce que nous sommes dans le mouvement de l'impulsion de la tendance ou le mouvement du retracement de la tendance. Et ça va nous permettre de pouvoir mieux faire notre analyse. Quand le marché ne tend pas, donc quand il ne fait pas de tendance, le marché fait autre chose. Le marché ne va pas être très clair en fait. Et c'est ça qu'on dit ici, on dit que le marché ne fait pas toujours des tendances claires. Il peut être en consolidation, en range ou en phase de manipulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, parfois, il ne va pas faire une tendance claire comme ça, mais il va commencer à faire une tendance bizarre, une consolidation du prix ou une manipulation ou encore une accumulation du prix. Wyckoff en avait parlé et tout ça. Comprendre ces phases est aussi important que trader une tendance. Donc, par exemple, ici, regardez bien. Regardez bien, moi j'ai un exemple sur le même marché sur lequel on était depuis la base. Si on est sur ce marché-là, on a ça, les prix qui font impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, mais à partir d'ici, en fait, on a l'impression que la tendance change, mais en fait, elle ne change pas, elle est un peu indécise, et ça, par exemple, c'est une phase de manipulation, une phase d'accumulation sur le marché. Donc, la tendance, elle commence à être vraiment indécise avant de continuer, en fait, son mouvement. Et c'est ça qu'on traduit le fait ici que ça, par exemple, la tendance est en train de se renverser parce que le retracement de la tendance finit par être plus puissant que l'impulsion précédente. Donc, la tendance, elle va potentiellement changer, parce qu'il est baissier, potentiellement, hein, peut-être, et tout ça. Mais ici, par exemple, c'est ce qu'on dit par consolidation ou accumulation. Accumulation. Parce que la tendance ne va plus dans sa direction normale. La tendance est potentiellement en train de se renverser. Donc, en gros, si je continue par rapport à ce que j'étais en train d'expliquer, là, on a une explication claire. Donc, ça, c'est un exemple aussi de marché qui consolide. On dit que il peut être en consolidation, en range ou en phase de manipulation lorsque le marché ne fait pas de tendance claire. Comprendre ces phases est aussi important pour le trader que le fait de comprendre en fait une tendance. Donc ça par exemple c'est une phase de manipulation parce qu'on voit que c'est pas comme si le marché il était baissier ou le marché il était haussier en fait. Le marché il est indécis et comme on dirait si on regarde bien on voit que en fait il est indécis entre deux niveaux précis. Là il n'arrive pas à se décider, il est en train d'être indécis, après il casse finalement, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Donc, dans ce genre de conditions-là, par exemple, certaines stratégies ne fonctionnent pas. Ok, il y a des stratégies, par exemple, qui demandent d'être dans des tendances claires. Il y a des stratégies qui demandent d'être en consolidation, d'autres qui demandent d'être dans certaines conditions du marché précis. Donc, savoir les identifier, c'est très important. Alors, à partir de ce moment maintenant, on a parlé des points élémentaires de base. Donc, que vous soyez trader SMC, trader de tendance, trader d'indicateurs, trader de je ne sais pas quoi, tout ce que je viens d'expliquer, ce sont des choses qui sont super important que n'importe quel style de trader en fait utilise de manière élémentaire. Donc, comment trouver sa manière de trader? Il n'existe pas une seule manière de trader, ça on le sait. Il existe ta manière personnelle et celle qui respecte tout simplement ton caractère, ton temps et ta compréhension du marché. Mais ça, c'est un peu plus vaste parce que en gros, il faut apprendre d'abord les élémentaires avant de comprendre comment est-ce que ça fonctionne avec notre propre caractère, notre temps et notre compréhension des choses. Et l'essentiel à retenir ici, c'est de savoir qu'avant de chercher une stratégie, il faut apprendre à comprendre le langage du prix et le reste viendra ensuite. La maîtrise commence par les bases et là, on a déjà vu les bases. Dans le chapitre suivant, maintenant, nous allons rentrer dans le vrai vif du sujet par rapport à l'analyse et on va commencer encore à pousser de plus en plus. Donc, si vous êtes prêts, nous passons au chapitre suivant.